Donc ça, c'est le code qui résout le problème du voyageur de commerce. Et cette fonction fait l'évaluation d'une solution. D, c'est une matrice de distance. Si je reviens sur ça, imaginez les matrices de distance comme ça. Donc je répète, Amsterdam-Athènes, 3000 km. Amsterdam-Berlin, 6000 km. L'objectif, c'est, on part de la ville Amsterdam ici, de la première ville. Il faut visiter chaque ville une seule fois et revenir dans ce cas-là à Amsterdam. Donc on fait le tour du monde et il faut revenir à la ville de départ et minimiser le coût. Donc on avait cet exercice que vous pouvez consulter plus en détail plus tard si vous voulez, même au niveau du TP-Noté où je voulais une solution exacte pour des petites instances. Ce problème, on peut le résoudre de manière exacte assez facilement si n, le nombre de villes, est petit. Mais si j'ai n égale, je ne sais pas, 1000 villes, c'est très très dur même pour les professionnels. Donc comme ça, vous comprenez la valeur de n, c'est ça. Et cette fonction va faire l'évaluation, va calculer la longueur du circuit. On appelle ça un circuit. Pour moi, une solution, c'est un circuit. Ok. Est-ce que vous avez l'intuition? Quelle est la longueur de S pour que cette fonction puisse tourner correctement? J'ai combien de cases? J'ai n villes. Et combien de cases je dois avoir dans S pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette fonction? N plus 1. Ouais. Il y a une ville de plus. Parce que ma façon de mémoriser le circuit, je démarre de la ville. La première ville, c'est la ville 1. Et je finis avec la ville 1. D'accord, donc j'aurais pu m'en sortir avec n cases, mais c'est plus clair comme ça de point de vue pédagogique. Et ici, vous avez la fonction TSP, ok, de l'anglais Traveling Salesman Problem. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, je vous embête un peu avec des questions de langage. Si vous tapez ça, ça va vous donner... Je peux ouvrir une console à côté. Si je tape vecteur de 1 à 3, ça me donne un vecteur dans lequel il met les valeurs 1, 2, 3. Mais sous format vecteur. Donc je commence, si vous voulez, avec la solution 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Le circuit le plus facile à imaginer. Qu'est-ce que vous avez l'intuition V4S1, ça fait quoi? Je prends mon S. On rajoute la ville de départ à la fin. Donc comme ça, je suis sûr d'avoir un truc qui commence avec 1 et qui finit avec 1. Et ici, avec ce petit reverse qui n'était pas une nécessité absolue, je ne fais que prendre un segment du circuit et j'inverse. J'inverse les cases. Vous voyez, à partir de la case numéro n sur 2, transformée en nombre entier jusqu'à la case n, je prends cette partie-là et je l'inverse. Donc voilà, je peux... Je vais démarrer ce code et on va afficher le println. Et ici. Donc là on s'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Sur cette partie de code? Je démarre et après on va rentrer dans les autres détails. L'algorithme effectif. Mais je vais m'arrêter ici si vous voulez. Voilà. Je peux mettre en commentaire tout le reste du code. Donc pour l'instant, je fais que l'initialisation. Ici, c'est mon programme principal. J'ai mis n égale 12. J'ai 12 villes. Je génère une matrice D de distance avec des valeurs aléatoires de 1 à 9. Donc une matrice de taille n fois n. N'hésitez pas à me couper la parole. Qu'est-ce que je veux dire par cette symétrie-là? D égale D plus D prime. D prime, ça transpose la matrice. Donc, du moment où je fais D plus D prime, ça va être un truc symétrique. Vous voyez? Ça, on l'a pas fait la dernière fois, mais on va l'apprendre. Grâce à ça, je veux juste stocker la matrice dans un fichier qui s'appelle math.txt.
pour la lire plus tard avec un autre fichier, avec un autre programme. Et on a, bon, ok. Et là, lorsque j'appelle print, il va appeler TSP. Ok. Si vous voulez, je l'appelle pas comme ça, j'écris TSP tout simplement. Juste pour démarrer. Ici, j'ai ma console. Include. Ça s'appelle Live 2000. Ah, pourquoi j'ai mis 2025? J'espère que c'est le bon fichier. C'est pas le bon fichier. Mais on se débrouille, c'est pareil. Je pense que, excusez-moi. Non, on a travaillé ce fichier en 2026. C'est mal noté, excusez-moi. Mais si c'est légèrement différent ce que vous avez, vous allez me dire. Mais vous n'avez pas le même code. Donc, j'oublie de toute façon. J'oublie le code du programme et je vais revenir avec le bon code. Et on va regarder que ça pour démarrer. Oui, c'est pas tout à fait le même, mais on peut faire quelque chose de très très similaire pour obtenir la même chose. Donc, eval sol, c'est pareil. Après, la façon d'initialiser, le truc n'est pas tout à fait pareil, mais ça donne la même chose. On va regarder ça. Voilà ce qu'il m'a fait ici. Il est parti de la ville 1. Et ce segment, si vous voulez, du circuit, il a renversé grâce à reverse. Donc là, moi je vais, si vous voulez, je vais copier ce qu'on a fait la dernière fois. On a écrit S égale. On donne des choses très similaires. Le résultat est très similaire. Qu'est-ce que c'est? Je transforme en entier. Et ici, je génère des zéros. N plus 1, 0. C'est comme ça que j'avais fait. Et for I in 1 jusqu'à N. S de I égale I. Ça donne strictement le même résultat. Juste il faut importer quoi pour utiliser... Ici on a besoin que de, si vous voulez, si j'utilise la même façon, j'avais random. Je vais vous parler de delimited files un peu plus tard. Ça c'est pour écrire le fichier. Et on avait fait random .seed de 0 pour avoir la racine aléatoire. Ce que vous avez sur votre feuille. Vous voyez, j'ai le même résultat. Ah, j'ai un 0 à la fin. Quelque chose. Ouais. Il y a une ligne Sn plus 1 égale 1. Vous voyez que j'ai oublié. Et comme ça, vous voyez que il faut, à chaque fois qu'on écrit un peu de code, il faut tester. J'avais oublié ça. Ok, et là, je suis content. Mais pour vous, ça, oui. Le reverse, si vous voulez, voilà, on le met pas. Jusqu'ici, vous avez le même code, d'accord? Ok, des questions, des remarques jusqu'ici? Il faut se plonger un peu dans le langage. Regardez, dans le fichier où je suis, il y a un fichier qui s'appelle math.txt. Regardez ce qu'il m'a écrit. C'est la matrice de distance. Ok. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais généré dans cette matrice des valeurs de 1 à 9? Pourquoi j'ai des valeurs supérieures à 9? J'ai fait somme de D plus D transpose. Donc, la valeur min c'est 2 et la valeur max c'est 18. Mais elle est symétrique, ma matrice. Donc, c'est ce problème qu'on essaie de résoudre. D'accord? Et si j'exécute plusieurs fois le programme, le fichier est le même parce que j'ai fixé la racine aléatoire. D'accord? Si vous voulez, je vous montre, mais si je m'amuse à mettre une autre racine aléatoire, il y aura un autre fichier. On peut tester si vous voulez, voilà. Tac.
Pardon. Voilà, et je vais recharger le fichier, d'accord? Donc, comme ça, je peux générer des instances à n'en plus finir. D'accord. On est d'accord? Je me rappelle plus, on est dans un cas de figure où les villes, toutes les villes sont reliées à toutes les villes. Oui. C'est ça, Oui. Si jamais vous voulez mettre une contrainte comme quoi deux villes ne sont pas reliées, il suffit de mettre dans cette matrice des valeurs nul. Si vous mettez des valeurs nulles, il va penser que ça coûte 0 d'aller d'une ville à l'autre. Mais si vous mettez 15 millions, c'est sûr qu'il ne va pas prendre la liaison. D'accord. Oui, c'est ça. Après, je vais me placer, je m'excuse, dans le bon fichier de 2026 et je récupère le code principal que je vais discuter avec vous. Ok, donc là, c'est le code principal, il est où? Excusez-moi, ok, ici. Tac. Ok, j'affiche la valeur de S grâce à ça. Ok, excusez-moi. Et on va regarder, il y a une boucle. Essayons de regarder que cette boucle-là qui commence là. J'ai un nombre d'itérations. Qu'est-ce que je fais pour chaque solution? Quel est mon objectif? Je fais une recherche locale qui veut faire quoi? Je prends une solution de départ, peu importe laquelle, et je veux regarder dans son voisinage une solution qui est, je l'espère, meilleure. Qu'est-ce que c'est le voisinage pour le problème que je me pose? Je prends n'importe quelle deux villes I et J et je fais un swap. Je les échange. Ok, donc, ici. Ma solution, si vous voulez sa valeur objectif, je fais son évaluation ici. D'accord? Et je ne veux pas accourir ses voisins. N'hésitez pas à m'interrompre. L'objectif du voisin choisi pour l'instant, quand je dis que c'est infini, INF, ça veut dire infini, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de voisin crédible. Et la solution voisine, c'est un tableau nul. Je ne l'ai pas encore. Je suis en train de la chercher. Ok? Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que ça me fait for I, for J ici? Et pourquoi J de I plus 1 à N? Je prends toutes les valeurs possibles de I. Pourquoi je ne commence pas à 1? C'est la ville de départ 1. Okay? Celle-là, elle est figée. Mais pour des raisons pédagogiques, c'est plus clair le code si je le mets dans le tableau quand même. Donc je pars de la ville 1 et je veux échanger la ville I avec une autre ville J. Avec une ville J. Avec J. Dans une copie. Je vais arriver à la copie. Qu'est-ce que c'est ici? J, c'est toujours supérieur à I. Pourquoi? Lorsque je considère mon voisinage déterminé par toutes les paires I, J, ça sert à rien d'essayer d'échanger 9 avec 2 et 2 avec 9 plus tard. Donc, deux fois le même travail, donc pour éviter ça, les échanges, c'est entre... Oui, dans ma tête, les paires sont triées. D'accord. 2 et 9, je vais voir la paire 2, 9 pour I égale 2 et J égale 9. L'inverse, ça sert à rien. Donc, comme ça, c'est sûr que... Ok. Pourquoi je fais ici dans S2 une copie de S où j'échange J et J, I et J? Pourquoi je ne change pas directement dans S? Si je modifie S comme ça en cours de route,
Ouais, au cours des itérations, il sera modifié et je perds, si vous voulez, mon point de départ, la solution de départ autour de laquelle je cherche le voisinage. Ok. Et vous faites une copie, ne faites pas la bêtise d'écrire ça. C'est vrai même pour d'autres langages, parce que si vous écrivez ça, Ça renvoie au même. oui, ça va pas vraiment faire une copie. Vous modifiez S2 et vous allez avoir la mauvaise surprise de voir qu'il a déjà modifié S. Donc, et quel que soit le langage, faites attention à ce type de... Il y a des langages où il fait par défaut une copie, le compilateur, ça existe, et il y a des langages où il ne le fait pas. Grâce à l'IA d'aujourd'hui, heureusement, l'information est très facile à trouver, mais gardez ça en tête. Et si je change I et J, ça veut dire S2 c'est pareil que S, sauf que je me retrouve à la case I de S2 avec la valeur J de la case J de S, d'accord? Oubliez on arrive ici. Oubliez s'il vous plaît le rand pour l'instant. Ça c'était une astuce qu'on a fait à la fin. Qu'est-ce que je fais ici? J'appelle eval sol sur S2 et j'ai une variable qui s'appelle l'évaluation de S2. Je peux l'appeler, si vous voulez, même, je change un peu, OBJ S2, c'est clair? L'objectif de la solution voisine. Et ici, si l'objectif de cette solution voisine S2 est inférieur à la valeur objective du meilleur voisin que je possède, que j'ai déjà vu pour l'instant, n'oubliez pas, ça commence avec l'infini. Donc dès que je tombe sur quelque chose de réalisable ici, à la toute première itération pour i égale 2 et j égale 3, il va se dire voilà, j'ai trouvé quelque chose de mieux parce que j'ai rien pour démarrer. Il va, donc si cette condition est satisfaite, il va dire que il y a un nouveau voisin choisi, une nouvelle solution voisine choisie, qui, voilà, j'appelle OBJS2. Donc j'ai un nouveau voisin. Et la solution voisine choisie, c'est S2. Ici, j'aurais pu mettre copie ou pas. Mais c'est la dernière fois que j'ai besoin de S2. De ce S2 là. À la prochaine itération, il va faire une autre copie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Quelqu'un peut le dire mieux que moi? Ou à ma place, qu'est-ce que je veux faire par là, ici? Imaginez plusieurs itérations de cette branche if. Il va récupérer la meilleure réponse, oui, la meilleure solution voisine qu'on a trouvée au cours de toutes les itérations de ces boucles imbriquées, for i, for j. Donc il va prendre la tac tac tac. Ici c'est la fin de j. Et à la fin d'une itération, il va remplacer S, c'est pas une copie ici. Ici, il va vraiment remplacer S, qui est ma solution courante, avec la meilleure solution jamais vue. Parmi les voisines. Et il fait ces itérations-là pour le nombre d'itérations que je lui donne. Ça, c'est un algo que je peux appeler descente pure. Ça veut dire à chaque itération, je pars d'une solution, je choisis une solution voisine, et dans l'absolu, à chaque fois, je vais diminuer l'objectif. Si j'ai de la chance. Comprenez? C'est ça l'idée. On ne trouve pas la solution optimale. Mais à chaque fois, on va tomber avec cet algorithme dans ce qu'on appelle un optimum local. Ça veut dire on part de quelque part, on a une valeur optimale locale. Oui, oui. Si on redémarre ça à partir d'une dizaine de solutions, j'obtiens une dizaine de réponses différentes. Si je comprends bien là, il faut déjà avoir une solution. Oui. Donc voilà, il y a un circuit qui visite toutes les villes. Oui, voilà. peu importe sa valeur. Mais on ne sait pas si la longueur de cette solution est vraiment optimale. Il y a peut-être une autre solution avec une longueur plus courte. Oui. Pour ça, ce qu'on fait, c'est que cette solution-là, on va tester toutes les solutions voisines. Ce qu'on appelle une solution voisine, c'est une solution où on a juste fait un switch entre les deux villes. Tout à fait. On teste tout le monde, toutes les solutions voisines. Oui. Si on trouve meilleure, on stocke et on remplace l'ancienne par la meilleure. Si on ne trouve pas, on garde l'ancienne.
Génial. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on itérait encore une deuxième fois. Parce que là, visiblement, on doit faire cette opération de iter égale 1 jusqu'à max iter. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'itérer plusieurs fois? En l'occurrence, si on a une solution, Oui. on va trouver la meilleure des solutions. Non, attention, il y a plusieurs boucles for ici. Donc, ce bloc de code, ces deux boucles imbriquées, permettent de récupérer la meilleure solution voisine. Oui. Donc, si j'ai une seule itération, si j'ai max iter égale 1, Oui. ça veut dire que je pars d'une solution de départ, Oui. je récupère la meilleure voisine Ok. et je m'arrête. Parce que je fais une seule itération. Ouais, mais si par exemple on décidait de refaire encore une étape, Oui. de cette, Oui. on avait une solution Oui. A, Oui. on a retrouvé maintenant une solution meilleure B. parmi les voisines qu'on va appeler B. Oui. Et maintenant, si on veut encore itérer, Mmh. on va chercher parmi les solutions voisines de B. Oui. Mais, Et on fait encore une itération. Mais ça, comment dire, l'ensemble des solutions voisines de B Oui. et l'ensemble des solutions voisines de A, est-ce que ce sont deux ensembles distincts? Oui. Il peut y avoir... donc, à partir de B, je peux revenir à A. Oui, voilà, parce qu'à partir de B, on peut revenir à A, parce Oui. que parmi les voisines de B, il y a A. Oui. Mais il y a encore d'autres solutions voisines C D'accord. qui ne sont pas connectées à A. Alors c'est pour ça qu'on va itérer plusieurs fois pour Oui. être sûr de proche en proche d'aller voir Oui. les voisins des voisins, Oui. les voisins, etc., Les voisins, des etc. voisins, des voisins. Oui. C'est ça. Et comment on fixe du coup le maximum d'itération? Pourquoi est-ce qu'on déciderait qu'on fait Dans ce domaine, un inconvénient de ce domaine-là, c'est que souvent la réponse à ce type de questions est donnée par la pratique. Parce que je vais exécuter le programme et on va voir qu'à partir d'un moment, il ne peut plus améliorer. D'accord. En fait, on peut soit fixer un nombre d'itérations, je le fais comme ça de manière pédagogique, mais je peux aussi arrêter la boucle si je détecte que je suis plus capable d'améliorer. D'accord. Donc par exemple, on partirait d'une solution initiale Qui est mauvaise. qui a une longueur de 15 unités. Ouais. Et puis on va faire plusieurs itérations. Par exemple, Oui, de on décide 15, je saute à 12, après à 9, à 7. Voilà. Et Et c'est- puis on voit que tiens, à un moment, on voit que on n'améliore plus, donc Oui. on stagne à 9 par exemple, Oui. 9 unités. Et donc c'est là où vous dites que en fait là on a obtenu un minimum local. En fait. Oui. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, si on prenait une autre solution initiale que celle qu'on avait choisie, Oui. la A, Oui. complètement différente, ça se trouve on pourrait tomber sur un autre Tout à minimum fait. local plus fort. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Je vais vous montrer ces aspects-là, même à l'exécution, ça va être visible. Je l'ai discuté un peu de manière théorique la dernière fois, mais vous allez, disons, mettre la main dessus lorsque j'exécute le code. Et si on détecte qu'on est bloqué en fait pendant un certain nombre d'itérations, Oui. en fait après on peut re-randomiser en fait ce qu'on a au départ Oui. et refaire un Oui. certain nombre en espérant d'améliorer la. Oui. ce qu'on a Donc. repris, Oui. D'accord. Donc à partir de là, ça c'est la trame de départ. À partir de là, il y a beaucoup d'idées qui peuvent nous permettre d'améliorer ça. Par exemple, il y a un algo qui s'appelle recherche locale itérée qui fait quoi? Lorsqu'il détecte une stagnation, il applique ce qu'on appelle une perturbation sur la solution courante. Une perturbation, ça peut être, je prends, je sais pas, une partie du circuit et je l'inverse. Je sais pas, un truc un peu foufou même, mais qui me permet disons, de diversifier un peu, de sortir de l'optimum local avec un peu de chance. Je vais vous montrer ça. D'accord, ok. Vous avez dit, ça s'appelle comment? C'est génétique du coup? Il y a aussi algorithme génétique, je peux le faire, et ça s'appelle recherche locale itérée. Ah oui, ok. Parce qu'il y a recherche locale et on itère par perturbation. Il y a ce type de perturbation qui, lorsqu'on détecte une stagnation, on fait quelque chose, on ne reste pas coincé. Oui. Donc voilà, il y a deux manières d'afficher l'objectif. Je peux afficher que l'objectif, ou l'objectif est la solution. J'ai pris n égale 12 ici. Et je prends 12. Donc pour 12, je peux tout afficher. J'affiche ici max iter. Laissez-moi prendre, je sais pas, 99, un peu au hasard. Et je croise les doigts. Là, je reviens dans ma console. Ok, est-ce que vous le voyez bien?
Ok. Je mets ma console comme ça. Include, ok. Problème. Eval sol not defined. Vous allez m'aider. Comment vous faites? LiveGL, ligne 46, il connaît pas eval sol. Vous allez m'aider. Ligne 46, je suis là. Le 46, vous le voyez là. Donc, il y a un problème en 46. Il ne trouve pas eval sol. Ça, c'est une pile d'appels. Parce qu'à partir de la ligne 46, il est sauté à la ligne 18. Tout à fait. Oui, tout ça, c'est tout simple. Tout simple. Mais ça fait partie du jeu. Je préfère le montrer. J'aurais pu te donner qu'est-ce qu'il m'a fait ici et on va améliorer avec le temps. Il est parti de 106. Ici, regardez, il a inversé 10, je pense, avec 2. Et il est tombé à 99. De 99, il est tombé à 80. Il est descendu parce que lui, il a échangé 9 avec 2, vous le voyez ici. Et après, il a dû perdre. Ça fait partie du jeu. Parce que la meilleure solution voisine est pire que la solution actuelle. Ça veut dire que déjà, cette solution-là, c'est un optimum local. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il sort de 90 à 91. Et après, comment dire, c'est comme une balle qui tombe dans un trou et qui rebondit au point de départ. Elle retombe dans le trou et elle revient au point de départ. Donc, disons le franco, l'algo il est un peu nul pour l'instant. Mais on est là pour l'améliorer. On se sera attendu à ce qu'il refuse de passer de 90 à 91. Oui, mais ça fait partie du jeu. Dans un algorithme de recherche locale, on ne peut pas toujours gagner. Ça, c'est une... Oui. Il n'y a pas de... Ça serait un miracle. Partir d'une mauvaise solution et l'améliorer constamment. D'accord. Mais on a parlé la dernière fois, par exemple, du mécanisme tabou. Je ne sais pas si je l'ai implémenté ou pas. Vous vous rappelez le mécanisme tabou, la recherche tabou, il fait quoi? On peut retenir, par exemple pour ce problème-là, on peut retenir les dernières villes qu'on a touchées. Et on les déclare tabou. Ça veut dire que si je m'amuse à échanger les villes I et J à l'itération courante, je peux lui dire, tu les as changées à l'itération courante, elles sont tabous pendant 10 itérations. Et comme ça, il sera plus possible de voir ce phénomène-là. Parce que ici, si vous regardez, il change tout le temps. Vous regardez, 8 et 11, il change. Il me semble, oui. Ouais, c'est ça. Oui, il change, tac, 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 comme une balle qui rebondit comme ça, tout bête. Donc ça va pas. Hein? Et pour le projet, vous allez avoir ce type de problème. Ok. Je reviens sur le code. Comment on a fait la dernière fois pour... la dernière fois, on a triché un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté au niveau de l'évaluation S2, on a ajouté rand, ça renvoie une valeur aléatoire de entre 0 et 1. Que se passe-t-il si je mets tout simplement plus rand? Ça veut dire que lorsque je fais l'évaluation de mon voisinage, je calcule l'évaluation de départ et j'ajoute dans l'évaluation une composante aléatoire. Ça veut dire une solution voisine qui coûte 15, ça va coûter 15.2. 15,2. Ok. À quoi ça me sert, à votre avis? Regardez que tout à l'heure,
il choisit toujours de bouger les mêmes villes. Parce que si je pars d'une solution fixe, l'algorithme est déterministe. Ça veut dire, si la solution actuelle c'est S, et il trouve, imaginez qu'une solution S de valeur ici, imaginez que cette solution de valeur 90, imaginez qu'elle peut avoir une quinzaine de solutions voisines qui coûtent 91. L'algorithme, sans aucune composante aléatoire, il va toujours choisir la même solution parmi toutes les solutions voisines qui coûtent 91. Parce qu'il est déterministe. Il va tout parcourir. Ici, j'ai inférieur ou égal. Et enfin, la dernière solution visitée de même coup va être prise en compte. Donc, je répète, je peux avoir 15 solutions voisines de même coup. Comment, lui, il veut... Si on n'ajoute pas la quantité aléatoire, en fait, il va prendre tout le temps la dernière Oui. des voisines de même coup, Oui, plus Oui. meilleure. oui, ça aide pas. Et toi, c'est pour paramétrer. Oui, avec le rand, si j'ai deux solutions voisines de coût 15, Bah, comme elles n'ont pas la même valeur, du coup... elles vont pas être vues de la même valeur. D'accord. Mais si j'ajoute tout simplement un rand, et comme toutes mes valeurs de distance sont entières, je triche pas au sens de... Ça veut dire, une solution qui vaut 15 pour de vrai sera toujours préférable à une solution qui vaut 16 pour de vrai. Parce que de 15, il va sauter peut-être à 15,2 ou à 15,9, vous comprenez? Mais il ne peut pas sauter au-dessus de 16. Pour aller à l'étage supérieur, ouais. Oui. Question bête, mais le rand, il a un seed du coup est tout pareil, non? Le seed, il est généré au début du programme. Il est pareil au sens que ce programme va afficher toujours la même chose. Mais dedans, il va pouvoir en générer des différents. Oui, parce que si je tombe sur la même solution à une itération différente, la séquence aléatoire va me donner une autre solution, une autre valeur aléatoire à une autre itération. Donc on va voir déjà si cette petite astuce améliore les choses. Voilà, déjà regardez que je suis arrivé à 85. J'étais, d'accord, tout à l'heure j'étais à 90. Que se passe-t-il? Au début il fait tout à fait pareil parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Mais regardez ici de 90, il a fait un peu comme tout à l'heure, peut-être 91. Ouais, il est retombé sur 90. Mais il me semble que par exemple ici, lorsqu'il est tombé sur une deuxième fois sur 91, ici il a bougé autre chose, vous comprenez? Ouais, le 12 et le 6. Oui. Oui. Quand vous regardez ça, ici il a échangé 8 avec 11, il est revenu à la même solution, mais là il a échangé 12 avec qui? Avec 5, je crois. Avec 5. Donc vous voyez, il a choisi une autre solution voisine. Les deux ont le même coût. Mais comme on a rajouté Un aléatoire. du coup, là, il a pu faire un choix. Il a pu faire un choix différent. D'accord. Donc, et il me semble que le deuxième choix, il était plus utile pour nous. Parce que juste après, il est tombé à 87, 85. Et ici, il commence à le même phénomène. Mais la différence, c'est que ici, il échange 3, 4, 3, 4, vous voyez. Ouais. Par la suite, il change, c'est pas toujours 3 et 4 qui le bougent, regardez. Lorsqu'il revient à... Là, il change 6 avec 2, vous voyez. Ça veut dire, en termes de fonction objectif, ça a l'air d'être une répétition, 85, 86 tout le temps, mais c'est pas la même solution. Donc du coup, ce qui fait que si je compare cette première solution à 85, je sais pas, avec une autre qui est la toute dernière, je crois qu'elle n'est pas tout à fait égale. Ou si elle est égale, bon, non, elle est égale, voilà. Mais bon, vous comprenez. Elle n'est pas toujours égale. Ça va juste inverser certains paires.
Ou peut-être elle est égale, mais bon, excusez-moi. Ça, c'est le minimum local, en fait. Ce qui se passe ici, je pense, c'est que ce qu'il fait, je pense qu'il fait ça. Imaginez que c'était ça. Je pense que c'est ça. Ça, c'est 95. Il arrive ici, il saute ici, il retombe. Mais après, il saute là, et il retombe. Et imaginez le phénomène sur plusieurs dimensions. Il essaye mais il saute à chaque fois vers une autre direction. Et à chaque fois, il retombe quand même. Mais c'est différent. C'est différent faire ça. C'est pas la même chose que faire vraiment de manière tout bête. Tac, 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 tac. Ça, c'est sûr, c'est mort. On n'arrive nulle part. Mais pour ce cas de figure, vous comprenez, c'est... je sais pas. Oh, là, vous comprenez, je sais pas si je lui donne encore 1000 itérations, j'ai pas les moyens de savoir s'il arrive à dépasser ce problème ou pas. Si on voit un certain pattern en fait qui est récurrent, on sait qu'il va jamais sortir de Oui, on peut appliquer des techniques un peu plus évoluées pour vérifier ça. Oui. Si on augmente du coup le bruit là, Est-ce que ce qu'on a fait la dernière fois, on a augmenté le bruit. Et ici, il y a une petite astuce, parce que si on augmente le bruit, on commence pour de vrai à tricher. Ouais, parce que là, on peut se retrouver à l'étage du dessus. On a une longueur de 15. Si on peut faire 3 fois un truc compris entre 0 et 1. Ça veut dire qu'une solution qui vaut 15 pour de vrai Peut se retrouver de meilleure qualité. À 17 et quelques. Oui. Donc ça veut dire que on perd un peu l'ordre réel, le ranking réel des solutions. Mais, mine de rien, c'est pas la cata, au contraire, on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez, ça peut avoir un impact positif sur l'algorithme. Contrairement, ça veut dire qu'en vérité, il va pas réellement prendre le meilleur des voisins. Il peut ne pas prendre le meilleur. De temps en temps, à cause de ce 3 fois rand, il peut prendre au contraire quelque chose qui n'est pas le meilleur parmi les voisins, mais finalement ça nous aide parce que ça veut dire que l'algorithme, au lieu de foncer tout à fait dans un mur, l'algorithme, au lieu de foncer tout bête dans une direction et de rester coincé dans un trou à l'infini, il va perdre en apparence, comme dans un gambit, le gambit dans un jeu d'échecs, tu sacrifies un peu pour gagner plus tard. C'est ça l'idée. Donc on va voir si c'est mieux ou pas. Avec 3, après, si on ajoute un bruit trop colossal, ça va pas marcher. Mais un tout petit bruit comme ça, voyons ce que ça donne. Vous voyez, 83. Et si on augmente le nombre d'itères, je sais pas si peut-être il faut analyser d'abord si on a un pattern sur un. Regardez ce qui se passe. 106, 90. C'était un peu comme tout à l'heure. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Ici, il saute à 87, ce que je ne voyais pas tout à l'heure. 87, c'est à cause de ce phénomène-là. Je ne peux pas savoir d'avance, si je regarde jusqu'ici, je ne peux pas savoir d'avance si ça donne quelque chose de mieux que tout à l'heure. Parce que pour l'instant, tout à l'heure, j'étais 86, 85 tout le temps. Ici, je suis 85, 87, 88. Et si je regarde que ça, moi, j'ai pas les moyens théoriques de vous dire si ça va donner quelque chose de mieux ou pas. Là, il faut tester et vérifier. Et apparemment, à partir d'un moment, ici, voilà, un moment, quand il a choisi ce 87, qui n'est pas le même 87 peut-être que celui-là, c'est sûr, je pense que vous pouvez vérifier. Celui-là commence avec 10. Celui-là commence avec 5. Pouf, il a trouvé quelque chose de mieux. Sans quand même, ce serait le même 87, comme on fait un aléatoire x3. C'est même pas sûr. De toute façon, ça peut donner autre chose. Oui. Tac, 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 tac. Et je peux pas vous dire que se passe-t-il si je lui donne 10 fois plus d'itérations. Est-ce qu'il arrive à encore améliorer ou pas? La seule manière de savoir, c'est de le faire. Voilà, je lui donne 10 fois plus d'itérations. Non. Non, il m'a fait 1000 itérations, mais voilà.
Est-ce qu'il a fait les 1000 ou je me trompe? Peut-être que je n'ai pas sauvé, excusez-moi. Je n'ai pas sauvegardé peut-être. Non, ok. Il ne peut pas. J'augmente le bruit. Si j'augmente trop le bruit, ouais, ça veut dire je triche un tout petit peu avec le bruit. Ça veut dire des fois je prends pas le meilleur voisin, mais comme le bruit il est relativement limité, au lieu de prendre le meilleur voisin, je prends peut-être le deuxième, à la limite le troisième meilleur voisin, en termes de palier d'objectif. Mais si je m'amuse à mettre 10, ça veut dire que je suis capable de prendre même des solutions voisines qui sont vraiment assez éloignées du best. Mais dans ce domaine, malheureusement, on a très peu de certitude. Je peux l'essayer, mais c'est que la pratique qui donne la réponse. Voilà, ça a marché plus ou moins. Toujours pareil. Bon. Oui. Bon, c'est ça. Donc on part de ce programme-là et on veut l'améliorer grâce à des connaissances du domaine. Est-ce que avant de faire un bruit de force comme ça, on peut déjà évaluer des bornes en fait pour savoir si on a une bonne réponse, si on s'approche de l'optimum global, pour savoir, on se dit ok là on est à temps de delta et puis on dit c'est une bonne réponse. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est de prendre le même problème et de le résoudre de manière exacte pour qu'on soit capable d'évaluer un peu la qualité de notre heuristique. On peut se servir d'un algo exact, soit pour évaluer la réponse qu'on nous donne, soit pour... on va voir ça un peu plus tard. On peut utiliser un algo exact comme une sous-composante de ce programme-là. Mais là, je peux me poser cette question. Vous avez bien raison d'évoquer la question. Je veux avoir une idée si mon algo, est-ce qu'il est nul ou pas. Donc pour ça, j'essaie de résoudre le problème de manière exacte. Donc j'avais fait un test tout à l'heure. Et voilà comment ce que ça m'a donné. J'ai un programme à côté que je vais étudier avec vous. Je vais l'appeler exact. Je vais l'appeler exact.jl. Et je vais étudier avec vous ça. Ça s'appelle exact.jl. On va le faire en PL. Oui. J'ai les bibliothèques, ça c'est... Vous pouvez avoir une question sur des algos exacts, même au TP noté, même si le sujet principal c'est des algorithmes heuristiques. Mais ça on l'a déjà vu très souvent. Ça c'est la bibliothèque de programmation mathématique. Ça c'est le solveur préféré que j'ai installé grâce à votre collègue. Ça c'est le random. Ça c'est pour faire la lecture. Pas besoin de seed. Est-ce que c'est tac. Ici je lis dans une matrice de coûts. Voilà, je vais l'appeler D. Le fichier math.txt que je sauvegardais. D'accord? Ça va me permettre de lire ce fichier-là qui me donne l'instance. Suivez-moi. N, c'est la taille de D. D, c'est le nombre de villes. Vous voyez, quand j'ai une matrice, il y a deux tailles. Le nombre de colonnes ou le nombre de lignes. Si je veux le nombre de lignes, c'est 1. 2, c'est le nombre de colonnes. C'est le même. D'accord? C'est une matrice carrée. J'utilise un modèle. OK? ICE. OK? On peut essayer d'autres. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai une matrice X de variables de décision sur lesquelles le solveur va jouer. Elles sont binaires, vous vous rappelez? Ok, l'objectif. Je minimise somme de DIJ, XIJ. Donc là, c'est un peu... Ici, c'est la représentation de solution est un peu différente. Tout à l'heure, la représentation, c'était une séquence de villes. Ici, donc par exemple, j'écris au tableau. Si j'ai une solution qui fait 1, 3, 2, 1,
I pour n égale 3 dans l'algorithme heuristique, ça veut dire que je peux avoir quelque part le sommet 1, le sommet 2 et le sommet 3. Et cette représentation me génère ce circuit-là. 1, 3, 2, 1. Alors, quand j'ai une variable binaire comme ça, où chaque i est j, je ne représente pas ma solution comme ça. Je représente ma solution comme une matrice de taille 3 x 3. Cette solution, ça va être comme ça. Je vais avoir cette matrice X. Ok, 3 x 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que j'ai? Je prends le chemin de 1 à 3. Donc je mets un 1 ou un O à droite. Après de 3, je vais à 2. Donc je mets ici. Et le reste est de 0. Pour la programmation linéaire à nombre entier, je dois utiliser ce format-là. Des questions, des remarques? Ça dit juste qu'il a fait 10. Oui. Pour chaque i et j dans la matrice, je regarde la matrice x, i, j, la valeur x, i, j, elle m'indique s'il y a un arc de i à j. Ok, dans ce modèle, j'ai une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour chaque i de 1 à n, x, i égale 0. Ça veut dire que Il n'y a pas de chemin qui boucle. oui, je ne vais pas de i à i. Okay? Qu'est-ce que je fais avec cette contrainte? Pour chaque ligne i, la somme de tous les j, c'est 1. X et j. Ça veut dire que pour chaque ligne i, si je m'amuse à parcourir toutes les colonnes de la ligne j, je fais l'addition. Il y a un seul x et j qui vaut 1. Pareil sur les colonnes, comme dans cette figure, dans cette image. Il y a un seul 1 par ligne et un seul 1 par colonne. Ok? Donc j'essaie de résoudre ce problème. Ok? Je me permets de donner de cette manière un peu une correction du TP noté parce que je ne sais pas si vous avez tout ça en tête. Donc si vous voulez, jusqu'ici, j'ai essayé de résoudre ça. Mais avant de faire une petite pause, je vais me permettre de vous rappeler l'exo 7. Je vous laisse réfléchir pendant la pause. Qu'est-ce que je veux dire ici? La plus grave question que je me pose, est-ce que ces contraintes sont suffisantes ou pas? Et je dis qu'elles peuvent ne pas être suffisantes parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des sous-circuits. Un sous-circuit, c'est quoi? Après, je vous laisse réfléchir un peu. Un sous-circuit, ça veut dire que je peux avoir la solution de mes problèmes avec les contraintes que je vous ai données pour l'instant. Si j'ai 1, 2, 3, il peut s'amuser à me donner cette solution-là. Et ici, je peux avoir 4, 5, 6. Il peut me donner ça parce que ça va vérifier toutes les contraintes. Ça veut dire, si je pars d'une ville, il y a une seule ville destination. Ça veut dire que je vais avoir un seul 1 par ligne, un seul 1 par colonne. Je n'ai pas de trucs comme ça. Je n'ai pas ça. Donc, le problème, c'est que tel que c'est écrit, c'est pas une solution pour moi, ce n'est pas une solution, mais vis-à-vis des contraintes que j'ai données, c'est une solution réalisable. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question pour le TP noté, mais je préfère faire une petite pause. Et vous réfléchissez si vous avez oublié, le temps est passé. J'ai juste à régler ce petit problème et je suis en train de résoudre le problème de manière exacte. Si j'arrive à gérer ça. Est-ce que vous comprenez donc ce problème de
sous-circuit. Le graphe se connecte. Oui, mais même si le graphe il est connexe, les contraintes que je lui ai données, donc je reviens sur les contraintes que je lui ai données, excusez-moi, juste grâce à ces contraintes-là, même si le graphe il est connexe, il peut me générer ça parce que qu'est-ce que je lui dis par ça? Pas de ne pas sélectionner la diagonale, d'accord? Je lui dis tout simplement, il ne faut pas mettre de 1 sur la diagonale, je veux un seul 1 par ligne et un seul 1 par colonne. Et avec ça, il peut tout simplement avoir 2 blocs. Donc, ici, si au lieu d'avoir 1, 2, 3, j'avais jusqu'à 4, 5. Vous voyez ce qu'il peut faire ici? Il peut faire ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va de 4 à 5 et de 5 à 4. C'est débile, mais avec les contraintes que je lui ai données, il a même le droit de faire ça. Je n'ai pas de 1 sur la diagonale. J'ai un seul 1 par ligne et un seul 1 par colonne. Et pourtant, ce n'est pas une solution réalisable pour ce que j'ai besoin de résoudre. Ce problème, c'est un problème quand même très difficile. Si je pouvais le modéliser, si j'avais pu le modéliser avec si peu de contraintes, ça aurait été un peu suspect. C'est un problème vraiment difficile. Les meilleurs génies du domaine se cassent la tête avec ça. C'était si facile à résoudre avec 3 contraintes, ouais. Juste avec ces 3 contraintes, ça aurait été vraiment plus facile. Peut-être toujours un peu dur, mais facile. Après, donc, voilà, c'est bon. Donc, je veux interdire les sous-circuits, on appelle ça. Et voilà la technique, qui est la technique la plus simple pour interdire les sous-circuits. Prenez 2 villes, I et J. Ok. Je peux avoir un arc de I à J ou de J à I. Mais ce que je peux dire pour lui interdire de faire ça, 4, 5, 5, 4, c'est de dire, tu prends n'importe quelle 2 villes, tu peux sélectionner de I à J ou de J à I, mais pas les deux. Une autre manière de dire, quand tu as 2 villes, ok, soit 2 villes I et J, je veux que X, I, J plus X, J, I soit inférieur ou égal à 1. Déjà avec ça, vous comprenez qu'il ne va plus pouvoir aller de 4 à 5 et de 5 à 4. Déjà, cette solution elle est désactivée. Par la suite, soit 3 villes I, J, K. Je vais dire X, I, J plus X, I, K. Qu'est-ce que ça me donne? Plus X, J, I plus X, J, K plus X, K, I plus X, K, J. Ça veut dire, qu'est-ce que je récupère avec cette expression-là? Surtout 2 avec 3 et du coup ça va être inférieur ou égal à 2. Oui, tout à fait. Je récupère toutes les arêtes que je peux sélectionner parmi les villes I, J, K. Et comme j'ai 3 villes sélectionnées, oui, comme votre collègue a dit, c'est inférieur ou égal à 2. Je n'ai pas le droit de fermer le circuit à l'intérieur de ces 3. Si je ferme le circuit sur ces 3 villes, je fais I, J, J, K, K, I, j'arrive à 3. Et bon, vous comprenez, si je prends 4 villes, I, J, K, L, pareil, je n'ai pas le droit d'avoir 4 arêtes qui ferment le circuit sur un ensemble de 4 villes. Donc ça veut dire une autre manière de l'écrire. Ça veut dire que si je prends un sous-ensemble S, sauf le graphe tout entier,
pour le graphe tout entier, j'ai le droit de fermer le circuit. Mais si je prends n'importe quel sous-ensemble S, j'ai pas le droit. Ouais, d'avoir une somme de tout. Ouais, la somme de tout ce qui est à l'intérieur de S. Taille de S moins 1. Oui. Bon. C'est pas mal ça. Oui. Je vous cache pas que même moi, comme prof, j'ai fait un peu appel à l'intelligence artificielle pour me dire comment coder ça le plus vite en Julia. Mais ça fait pas partie du sujet. Mais bon, comment ça se code on utilise une bibliothèque combinatorix. Bon, ça c'est la bibliothèque. V, ça va être pour lui un ensemble qui contient toutes les villes de 1 à n. Et qu'est-ce qu'il dit par là? Il prend n'importe quelle taille de sous-ensemble de 2 à n-1. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour n'importe quel S, grâce à combinaison ici, on va dire pour n'importe quel sous-ensemble de V, de K valeur, ouais, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Bon, c'est très technique, mais c'est juste pour représenter de manière technique l'idée que je vous ai donnée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter ces contraintes qui dit pour chaque I et J dans S, d'accord, somme sur chaque I et J dans S, somme de X, I, J, vous comprenez cette somme-là, c'est ce que je viens de dire de vive voix. Ça veut dire c'est la somme des valeurs de X à l'intérieur de l'ensemble S, sur des indices I et J dans S. Et ce truc-là, comme je viens de le dire, doit être inférieur ou égal à la longueur moins 1 de S. Okay? Donc, si vous prenez K égale 2, il va générer des ensembles de taille 2 et il va interdire 4, 5, 104. Ok. Même si vous avez zappé un peu l'argument technique, il n'est pas essentiel maintenant, mais on optimise le modèle, on affiche la valeur objective, et après je peux même afficher les arcs. Regardez ici comment j'affiche les arcs. Je prends n'importe quel I et J. Si la valeur de X, de I et J est supérieure à 0,5, j'aurais pu mettre 0,9. Vous voyez pourquoi, si je mets, ne mettez pas ça. La sémantique c'est ça. Si j'ai X, I, J égale 1, alors il y a une arrêt de I à J. Mais si vous mettez 1, on va essayer. Si vous mettez 1, des fois ces algos très numériques peuvent vous travailler avec des tolérances dans l'usine à gaz interne, qui fait que là où je m'attends à avoir un 1, il y aura un 0,9999999. Cela dit, ce programme, je l'exécute pour avoir la solution exacte de ce problème que je résous jusqu'à 83. Donc il s'appelle t.jl, using t.jl, j'espère n'avoir fait de faute de quelque chose. Il a travaillé, et voilà, il est à 77. Ça veut dire que, d'une certaine manière, que pensez-vous? Ça veut dire que notre heuristique, elle n'est pas si nulle. On avait 83. 83. À partir de là, je peux me poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je me casse encore la tête pour faire une meilleure heuristique ou pas? Compliqué. Ok, donc on a ça. Mais le problème va se poser si, à mon avis, pour cette taille-là, ça va. Mais laissez-moi aller de 12 à 15. Ok. J'exécute d'abord l'heuristique. J'ai 15 villes. Et on va voir comment ça passe un peu à l'échelle, parce que le problème, c'est pour les grandes valeurs de n. 82. Mais vous voyez, l'heuristique, elle est très rapide. Bon, j'aurais pu donner plus d'itérations, mais je ne sais pas, je lui donne plus d'itérations. Voilà. Juste pour savoir, donc j'étais à 92. Il faut qu'on l'améliore. Il fait pas mieux que ça. Admettons. Mais bon, j'ai quand même une solution très vite. Là, j'exécute l'algo exact.
Et là, c'est ce solver ICE qui travaille. Il commence le MIP, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fait du branching, comme je l'ai dit. On était bien sur l'autre. Pardon? On était bien sur l'autre, on était à 83. On était à combien sur deux? Non, on était à 80. 92, Ok. J'ose essayer 20. Donc, je lui donne, donnez-moi, voilà, un peu plus d'itération pour 20. Tac. 99. Quand je reviens, ok, 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 c'est peut-être plus visible comme ça. Et là, l'algo exact. Vous voyez, c'est le fichier mat.txt qui a été déjà sauvegardé par l'algo heuristique. Il va le relire. Et on va voir les limites de l'exact en fait. Parce que déjà, il travaille rien que pour charger les données. Je pense qu'il travaille beaucoup pour générer ces maudits sous-circuits, à mon avis. Il n'a même pas commencé la résolution parce qu'il génère des sous-circuits. Donc là, on voit les limites de l'exact. Ok. Voilà que pour l'instant, voilà que il a réussi, je pense. Ah, ce solver, il a pas pu. Laissez-moi juste par curiosité, j'essaie avec un solver, qu'est-ce qu'on avait? J'essaie CBS. Qui est CBS? CBC, pardon. Donc, bon, pardonnez-moi, vous allez peut-être pouvoir attendre 30 secondes qu'il charge les données. Après, j'essaye. Sinon, je m'arrête à 18 peut-être. À côté, je peux ouvrir la commande top. Qui, voilà, Julia, il tourne à 100%. Et il a besoin pour l'instant de 6 Go de RAM. C'est la méthode DFG, ça qu'on est en train de tester. Pour le sous-circuit, Oui. je pense. Parce que moi, je l'avais fait. Ouais. J'arrive quand même à 65 000. Sans combinateur X, par contre. Ah oui, J'ai codé plein de fonctions. oui, ça c'est un combinateur X. Oui. J'avais un truc détecter cycle qui faisait la détection des cycles et après je faisais une autre fonction pour C'est possible de faire mieux, oui. limiter. Oui. Peut-être ça, du coup, c'est intéressant. Je Ouais. savais même pas que ça existait combinateur X. Donc là, moi j'ai présenté la solution la plus rapide à présenter pour interdire les En ligne. Pardon? Vous Oui, pouvez bien. la mettre. Ouais. Pour interdire le sous-circuit. Donc pour moi, à mon avis, je comprends que Vanville, cette modélisation exacte n'arrive pas. Non, problème de mémoire. Ok, non. Ok, il a même, Julie a même. Ok, c'est ça. Le dernier test que je me permets de faire parce que sinon je vais vous ennuyer peut-être. Laissez-moi mettre 17. Tout à l'heure on avait mis combien? 15. Admettons 17. Donc d'abord l'heuristique 102 et l'exact pour 17 avec CBC. Top à côté. Voilà, il arrive avec un seul giga, je pense, pour générer les sous-circuits. Bouf. Voilà, CBC, il démarre. Voilà, vous vous rappelez, la valeur objective continue, c'est déjà une borne inférieure. 92. Valeur objective continue. Parce qu'il minimise.
déjà une borne env. Et après, il fait le branching dont on a parlé plusieurs fois dans les séances d'algo. Exact. Bon, il utilise toutes sortes d'astuces. Beaucoup de variables. Ok. Bon, mine de rien, on a cette borne à 92. Oui, il a trouvé une solution qui vaut 92, avec certaines difficultés quand même. Et petite curiosité, si je prends, c'est comme ça, c'est ça. Donc celui-là, il m'a pris à peu près 1 minute, vous avez vu. Ça, c'est que le solver 50 secondes. Mais là, ça a pris aussi le fait de générer les sous-tours. Ça, c'est un autre solver, le même problème. Pour savoir lequel des deux on va se permettre d'utiliser par la suite. Bon, on n'a rien d'autre à faire qu'à attendre. Borne inférieure 92. Et ça, c'est la meilleure solution heuristique qu'il a trouvée par lui-même. Elle n'est pas si éloignée de la nôtre. Parce que lui, derrière, il a le droit d'utiliser des heuristiques aussi. Vous comprenez? Parce que mine de rien, si j'avais une super heuristique qui avait trouvé une solution de coût 92, lui, il aurait pu l'utiliser et s'arrêter. Oui. Donc lui, mais il a trouvé de lui-même une solution à 103. Voilà, la même solution 92, il a, bon, plus ou moins le même temps, mais vous comprenez. 92, donc celui-là, il a pris 50 secondes. Le CBC, c'était un peu plus rapide. Je peux me comparer à 103. Vous voyez? S'il avait utilisé mon heuristique à moi, qui était d'ailleurs très très rapide, au lieu de couper ici, d'essayer de couper avec une solution qui vaut 103, il aurait pu faire 102. Okay. Mais on a une idée de la valeur de notre algo. Je reviens sur la partie heuristique. À partir de là, on peut améliorer. On peut essayer d'améliorer le programme. Et à partir de là, il y a plusieurs types d'algorithmes qui ont été inventés. Moi, j'ai des slides théoriques. Par exemple, pour aborder la recherche tabou, le recuit simulé et les algorithmes génétiques. Peut-être que le plus facile, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est ce mécanisme tabou. Je l'ai déjà dit, ça veut dire quoi? Je fais attention à ce qu'il ne touche pas certaines solutions, certaines villes, pardon, après les avoir touchées. Et voilà comment je peux implémenter un petit mécanisme tabou, mais qui ne me donne pas de certitude d'amélioration. Comment je vais faire? C'est un peu complexe, c'est un peu fastidieux à coder. Pourquoi? Du moment où j'ai la solution voisine choisie, je dois récupérer le I et J associé, vous voyez. Je dois faire attention aux valeurs de I et J.
Vous me suivez ou... Si on a une solution, le IEJ, c'est quoi? C'est le couple qu'on avait Oui. utilisé de la solution antérieure à celle Oui. qui est en cours, c'est ça? Oui. Ok. Donc, je vais écrire... C'est le dernier couple qu'on a Oui. changé. Oui. Donc, je vais avoir une variable qui s'appelle, je sais pas, I choisi. Au début, c'est 0, ça veut dire c'est impossible. J choisi égale 0. Et là, vous allez voir, ce qui est difficile, c'est que on ne sait pas à quel moment s'arrêter dans une démarche d'amélioration. Mais je fais une recherche tabou un peu basique. Ok, qu'est-ce que je dis? Donc, si jamais, à chaque fois que je choisis une nouvelle solution voisine, je dis I choisi égale I, vous me suivez? J choisi égale I. Ok? Et ici, ce que je vais faire, tabou de I choisi, vous allez comprendre un peu plus tard, c'est iter. Iter, c'est le nombre d'itérations. Iter, ça c'est l'itération. Ouais. On a, si vous voulez toucher I à l'itération iter. C'est ça ce que je veux. Tabou de J choisi égale iter. Tabou pour l'instant c'est un tableau que j'ai pas encore défini, mais je peux faire pareil. Tabou égale, je pense que je peux dire 0 fois n. C'est un tableau de taille n. Pour chaque I et J, je retiens le moment où on a touché I et J. Et ici, je vais dire, je veux échanger, je vais dire if, je prends mon I, mais je dis if tabou de I est inférieur, je ne sais pas comment dire ici, donc c'est l'itération où on l'a touché, comment dire, laissez-moi faire comme ça, excusez-moi. Ok, je mets ce commentaire là, on a touché, je vais mettre iter plus 7, c'est ma façon de dire. Je veux pas le toucher. Oui. Et je ne veux plus le toucher pendant cette itération. Okay. Je vais dire if tabou de I inférieur à iter, je fais ma boucle for. Okay, donc ici, ça va pas être clair si j'écris quand même comme ça. Ok, ici c'est end if I. Ok, et ici je fais if tabou de J inférieur à iter. C'est ça. Donc, est-ce que vous suivez ce mécanisme? Il ne me donne pas de certitude non plus. Mais on va pouvoir regarder, si vous regardez un peu la sortie ici, est-ce que un tabou aurait pu m'aider ici? Parce que regardez, ici je suis dans un plateau en fait. Toutes les solutions, il y a beaucoup peut-être de solutions voisines qui ont la même valeur. Regardez, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change ici par exemple? 14 avec 16. 14, 16, ouais. C'est 14, 16 tout le temps? Ouais, Ah ouais.
Donc ici, je suis dans une situation très méchante. J'ai deux solutions de même valeur. Et j'ai un cycle entre les deux. Vous voyez, même malgré le fait que j'avais triché avec le rand, ça n'a pas aidé. Je ne sais pas si je vais avoir une meilleure solution ou pas grâce au mécanisme tabou, mais je ne vais plus voir ce type de répétition, sauf erreur de code. Vous comprenez? Pardon? On va plus voir Oui. le switch entre 14 et machin pendant 7 coups. Oui, Mais ça veut dire... Ça peut revenir après. Oui, mais si je touche ici 14, j'ai plus le droit de le toucher pendant cette itération. Je peux le revoir là. D'accord. Okay. Et en fait, je vais faire même un affichage joli. J'affiche S et j'affiche, voilà, j'écris swap en anglais et j'affiche I choisi. Ça va m'aider. Il va m'afficher le I et J choisi à chaque itération et je vais pouvoir regarder l'évolution de l'algo pour de vrai. Je suis là. Excusez-moi, je vais juste mettre une virgule ici. Pardon. Pour que les choses soient claires. Vous comprenez là. Excusez-moi. Donc ça c'est le swap qui est affiché, d'accord? Et je relance. Regardons. Il a fait pire. Quoique il faut vraiment regarder. Mais le mécanisme tabou, je pense qu'il a été respecté. Il y a une solution de... Ouais, c'est un peu chaotique. Mais... peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Il dit qu'il a fait swap. Ouais, entre 2 et 2. Excusez-moi, non. Non, ça doit être une erreur. Regardez. Erreur. D'accord. Ici, c'est J. Oubliez ce que vous avez vu. Ça fait partie du jeu. Mais on va regarder au moins si le mécanisme tabou a été respecté. Je pense qu'il est respecté. Par exemple, ouais, le 2.15, on voit que le 2 il revient. S'il revient, voilà, il revient par là. Même encore avant, mais il y a bien cette étape. Mais il y a bien Au cette moins étape. de... ouais. Donc là, avec ce type de recherche, je suis un peu mécontent des résultats au sens numérique. Mais à partir de là, c'est juste une question de réglage peut-être. Réglage, ça veut dire qu'au lieu de cette itération, laissez-moi mettre 3. Ah, regardez, un petit réglage et je suis arrivé à 98, ce qui est mieux que ce que j'avais au départ. J'étais à 102 et le solveur il avait trouvé 103. Grâce à ce petit mécanisme, je suis à même 93. Regardez. Ah oui. Donc on est ouais. J'affiche le... J'ai pas mémorisé le best. Ok. Le code va être de plus en plus lourd à cause de, mine de rien, je calcule le best. Ouais, mais j'ai best sol égale inf. Lorsque je choisis ici, je dois écrire if eval sol de S inférieur à best sol égale eval sol de S. Et à la fin, println, j'écris en anglais best sol ever. Comprenez, la meilleure solution jamais vue, best sol. Je relance mon truc. Ok, c'est à 93. Donc du coup, pardon, Le solver, il avait trouvé combien 103 au début, mais
il y avait plusieurs étapes. Mais la toute première heuristique qu'il a affichée, c'était 103. Mais après, au fur et à mesure, il l'avait amélioré. Mais je peux dire, voilà, pour une fois, je peux dire que grâce à ce petit mécanisme tabou, je suis plutôt content. La solution optimale est quand même 92. Je suis à 93. Difficile de faire beaucoup mieux. Donc on a une manière d'évaluer la valeur de l'algo. Mais bon, par contre, ce qui est difficile, c'est que voilà, il a trouvé... Quelqu'un peut dire qu'on l'a trouvé un peu par hasard, vous voyez. Parce que regardez les valeurs qu'il... je sais même pas où on l'a trouvé, mais... Ah ouais, c'était plus bas. Ouais. C'était plus bas. Encore. Là, c'est bon. Ah, là. J'affiche le swap. J'affiche bst égale best sol. Ok. Vous comprenez, bon, l'affichage est un peu bourrin, mais vous voyez comment best sol diminue. Donc il était à 95 même par là. Regardez le best sol. Et je peux aussi, là, je peux essayer, je lui donne 10 fois plus d'itérations par petite curiosité pour voir s'il arrive à trouver la solution optimale. Voilà qu'on a encore 10 fois plus. Mais vous comprenez, l'algorithme heuristique, par contre, par lui-même, il n'est pas capable de savoir s'il est loin ou pas. Mais bon, là vous voyez, quand j'ai fait ma thèse en optimisation, c'est incroyable. Le problème, c'est que ça a l'air de rien 93-92, mais c'est un peu... Je peux avoir besoin de plus de temps de travail de passer de 93 à 92 que tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Voilà, la dernière étape, ça risque d'être plus difficile que tout ce qu'on a déjà vu. Parce qu'on a une solution cachée quelque part. Qu'est-ce que j'ai aucun moyen de, de pression, vous voyez, j'ai aucun moyen de savoir où est-ce que ça peut être. Okay, donc, bon, je voulais vous donner comme ça un aperçu de la partie pratique de la question. Que pensez-vous? Vous aurez une dernière idée? Si vous avez une idée à tester, dites-moi. Aucune idée. J'enlève le rand, par exemple, par curiosité, ou je le diminue. Parce que le rand, il servait au même objectif, éviter de cycler. Et voilà que, si j'avais pas ce petit aléatoire, j'étais à 110. Et voilà, petite astuce. Je l'ai arrêté moi-même. Laissez-moi mettre 6 fois rand. Ah, je l'ai eu. 92. Ah ouais, vous l'avez vu? Hein? C'est Là, c'est on est bien. bien sorti là avec. Mais sauf que Dans l'espace, il y avait la solution. peut-être qu'il y avait plusieurs, je sais pas, mais il a réussi. Donc même sans lui donner forcément beaucoup d'itérations. Non, ça non. Mais 1000 itérations. Ah.
Non. 3000. Ça veut dire, en fait, dans l'industrie, si on n'a pas un super calculateur, en fait, on va comme ça, quoi. Oui, oui. Si on travaille dans l'industrie, il faut des ressources de calcul. Sans les arts, on lance le truc, mais... Oui, si on a le temps, on lance le truc. Si on n'a pas le temps... Mais on trouve cette solution heuristique avec cet algo. Je le trouve beaucoup plus vite qu'avec l'algo exact quand même. Vous vous rappelez, le solveur, il prenait de l'ordre d'une minute. Je pense que vous avez compris le concept, la notion. Donc, avec l'algo heuristique, on n'a pas toutes ces certitudes. Est-ce qu'on peut construire une heuristique et puis mathématiquement, on peut définir comme une borne? Ça existe, ça, en... Il existe des travaux comme ça. Mais pour pouvoir faire, disons... Une solution analytique, en fait. Il y a par exemple, oui, il y a des travaux qui essaient, par exemple, de donner une probabilité de succès. Mais une probabilité calculée non pas de manière empirique, mais analytique, mathématique. Mais ça marche que pour des heuristiques très très simples. Il peut nous dire, pour des problèmes très simples, si l'heuristique n'est pas trop compliqué, il peut nous donner des résultats, genre l'espérance de trouver la solution optimale après 1000 itérations et ça existe. Mais pour des heuristiques encore plus simples que celle-là, généralement. Et l'état de l'art, du coup, sur TSP, là, c'est quoi? On est loin, ne vous en faites pas. On est loin, ça veut dire, je sais qu'ils arrivent à résoudre de manière exacte des instances avec des dizaines de milliers de sommets. Mais comment ils savent? Si on est sur une instance gigantesque, on ne peut pas savoir si on a la réponse optimale. Oui, mais si quelqu'un travaille que sur ça pendant 3 ans pour faire une thèse. En fait, c'est pas que on a travaillé comme des obsédés. Le nombre de travaux qui ont été publiés sur le TSP, c'est gigantesque. Hein? Et après, les instances peuvent être classifiées aussi. Je sais que la performance, je ne vais pas donner un chiffre, mais je sais qu'il y a une certaine performance pour des instances géométriques. Ça veut dire des instances qui peuvent respecter les distances réelles entre des villes. Géométrique, ça veut dire que la distance de A à B est inférieure à la distance AC plus BC. Oui, donc c'est une chose si l'instance respecte l'inégalité triangulaire, et dans ce cas-là, les instances sont un peu plus simples, et pour ça, ils peuvent aller très très loin avec des dizaines de milliers de villes. Mais pour les instances aléatoires, comme j'ai généré moi, où j'ai pas ça risque d'être un peu plus dur. Même pour les algos exacts. C'est pour ça que mon truc était plus rapide, parce que j'avais fait avec des distances euclidiennes qui respectent en plus l'inégalité. Ah, si vous avez eu ça, l'instance est d'habitude plus facile. Ouais, parce que il y a une logique dans la structure de l'instance. Une logique un peu naturelle, mais ce qui fait, il n'y a pas cette logique, il n'y a pas ça, donc vous avez compris l'esprit du jeu. Et du côté, après, c'est comme une course à l'échalote, parce que la question qui se pose, c'est combien de temps on a investi pour faire l'algo exact. Moi, c'est pour des raisons pédagogiques que j'ai présenté un algo exact qui est juste un solveur, mais vous comprenez, j'ai un programme de l'algo exact, je l'ai codé en 31 lignes, y compris les commentaires, une trentaine de lignes. Mais si on me donne 3 ans pour faire ça, et je sors un code de 1000 lignes, la force de la chose sera différente. Et pareil pour l'heuristique. Je l'ai fait quand même très pédagogique. Combien de lignes? 65 lignes de code. Mais j'ai fait ma thèse dans ce domaine-là pour un problème de coloration de graphes. Et quand tu travailles 3 ans pour résoudre un problème, tu finis avec... J'en connais la forme du problème, sa structure déjà, on a apprécié. C'est là on peut avoir certaines optimisations. Oui, du moment où on est capable d'apprendre un peu la structure du problème, la structure du paysage de recherche, avoir des voisinages encore
on peut inventer de toutes sortes de voisinages de fous, comment dire, je sais pas comment m'exprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ce qu'on considérait comme deux solutions voisines, c'était un switch de deux sommets. Mais C'est la chose la plus simple que j'ai pu présenter de manière pédagogique. D'accord. Mais des voisinages, si vous tapez sur Google voisinage pour le problème de TSP, on a élaboré toute une liste avec des choses un peu compliquées parce qu'on représente géométriquement les choses et on les inverse. Voisinage de Hopf, c'est voisinage de Hopf, c'est le plus connu. J'ai écrit TSP, je ne sais pas si je trouve une figure facile, mais oui, c'est des trucs comme ça. Je pense que ça doit être. Vous voyez ce qu'il fait ici, il prend I plus. Ouais, c'est assez clair l'image, je le trouvais assez vite, elle est claire. Donc j'ai ce circuit, vous comprenez, I, au lieu de je saute de I à J, je reviens à I plus 1 et je fais J plus 1. Ça s'appelle le voisinage de Hopf. Il ne s'agit pas d'inverser tout simplement I et J. Vous voyez pourquoi ils ont inventé ça pour les instances géométriques? Dans une instance géométrique, ça ne fait pas beaucoup de sens d'inverser I avec J en fait. Parce que j'ai un circuit qui est presque optimal, comme celui de gauche. Si l'instance était géométrique, je m'amuse à échanger I et J qui peuvent être à une très grande distance. C'est clair que je ne peux que vraiment détériorer la chose, pardonnez-moi l'accent. Mais pour une instance géométrique, certains voisinages plus intelligents peuvent aider. Ça. D'autres questions, des remarques? Donc là, si on a une solution initiale, oui. Avec la notion de voisinage, on va chercher des solutions meilleures dans le voisinage, puis le voisinage du voisinage, oui. etc. Ça, c'est la recherche locale. Ok. Mais ça présuppose qu'on a une solution initiale. Oui. J'imagine que si on a plusieurs solutions initiales c'est sensible. Bien sûr. Qui couvrent de manière. Oui. Rien que relancer le jeu avec une solution initiale. Donc là, je pars de la solution. Parce que finalement, quand on a une solution initiale, ce qu'on va chercher, c'est le minimum local. Oui, à partir d'une solution initiale. Mais si on prend 5-6 solutions initiales, oui. on fait tourner en parallèle. Bien sûr, bien sûr. Du coup, on peut regarder et surtout si les solutions initiales couvrent bien l'espace des solutions. Si vous voulez, ça va bien le dire, mais. Ouais, vous avez raison. Oui. Et du coup, peut-être que comme ça, en disant tiens, finalement, avec 5-6 sommets bien répartis, je vois plusieurs solutions bien réparties. Locaux, mais du coup, je peux regarder comment ces minimums locaux sont les uns par rapport aux autres. Donc ça s'appelle les algorithmes à base de population, où on a une population de solutions à faire évoluer en même temps. Ouais. Et pas seulement ça couvre mieux l'espace, mais on peut faire un croisement, ce qu'on appelle un croisement entre deux solutions. Ça veut dire que j'ai un premier circuit qui est plutôt très rapide, disons, sur la première moitié. Et je fais un mix avec un autre bout d'une autre solution. Et si vous voulez par la suite, je peux vous parler un peu de ces algos génétiques d'une manière un peu théorique, mais je peux avoir plusieurs solutions en même temps, c'est sûr. Une population de solutions. D'accord. Okay, donc, pour ce type de problème, les algorithmes à base de population sont bien efficaces. D'autres questions, remarques avant de faire une petite pause? C'est le problème qu'on aurait pu résoudre par programmation dynamique aussi? Oui, mais c'est pas polynomial. Okay. Non, il faut générer beaucoup d'états de programmation dynamique. C'est compliqué. Juste un tout petit test, si vous voulez, je peux faire avec vous. Qu'est-ce que se passe si je change un peu la solution initiale?
J'avais fait un reverse tout à l'heure, j'ai oublié la construction. J'avais fait... Ouais, si vous êtes sous Julia, vous avez oublié un truc. Vous faites... Ouais, je prends ça. Je l'écris dans Julia. Disons n égale 12. Ok, après... Disons que je génère tout ça. Donc j'ai ce S. Il y avait un reverse. Je ne connais pas la syntaxe par cœur. Je fais S. Je fais 6 et 10 par exemple. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a renversé tout de... Vous comprenez? Ok, on est à partir de 6. Donc je pars d'une autre solution si je fais ce genre de truc. Ici je fais S égale reverse S. Admettons, vous comprenez? Au lieu de 6, 7, 8, 9, 10, swap. Juste pour avoir une vague idée s'il arrive aussi. Donc je change la solution de départ ou s'il arrive plus vite que tout à l'heure. Voilà qu'il n'est pas arrivé. Je vérifie. J'enlève le reverse. Par contre, si je lui donne plus d'itérations, peut-être. Ça c'est avec le reverse. Il est arrivé aussi, un peu plus tard. Ok. Là je l'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un reverse. Ok. Qui a fait changer la solution initiale. Donc, ça me rassure, ça veut dire que l'algo il est relativement fort. Donc, ok, je vais publier en ligne cette version-là. D'autres questions avant de faire une pause? Après, je peux vous parler par la suite des algos à base de population. Parce que je ne vais pas avoir le temps de faire l'implémentation. C'est pas l'objectif de faire que du code. Mais vous allez voir comment ça peut fonctionner. À partir de ça, grosso modo, l'idée de base, c'est que je peux avoir plusieurs solutions S en parallèle et plusieurs évolutions séparées de plusieurs solutions. Je peux appliquer des recherches locales sur chaque solution, mais il y a des interactions entre les solutions. On appelle le croisement. Mais je fais une pause là pour l'instant.